On commence avec Olivier Blon qui est avec nous en studio, fondateur de l'Institut Brunois pour une écologie des solutions. Il va nous expliquer ce que c'est et auteur du livre Plaidoyer pour une écologie de droite, ça c'est clair, préfacé par Valérie Pécresse aux éditions Albin Michel. Bonjour. Oui, et tout à l'heure, bonjour. Bonjour. Et tout à l'heure, nous aurons Maxence Cordier, donc auteur de Énergie, Fake or Not, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les moyens, les alternatives, bien sûr. Alors Olivier Blon, vous tapez du poing sur la table en disant ras-le-bol. Ras-le-bol, évidemment, que l'écologie, ce ne soit que menée par des gens de gauche ou revendiquée par des gens de gauche. Vous dites, on peut être de droite et être écolo aussi. Alors pourquoi ça ne marche pas, ça ne colle pas quand dans la bouche en fait des gens de droite l'écologie et que c'est uniquement porté par des gens de gauche? C'est vrai que mon point de départ, c'est un coup de colère, parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de kidnapping de l'écologie par un petit groupe. Et aujourd'hui, tout le monde est un petit peu écolo, chacun à sa manière, mais on a tous envie de laisser une planète respirable à nos enfants, de lutter contre le changement climatique. Alors, on n'est pas forcément d'accord sur comment faire, mais on partage toute cette envie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui ont érigé une sorte de monopole sur cette... Le kidnapping des Verts, très clairement, c'est ce que vous dites, vous avez un chapitre. Oui. Et en fait, un peu comme le kidnapping, j'ai l'impression qu'il y a le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, vous savez, le syndrome de Stockholm, c'est ces personnes qui sont kidnappées et qui, au bout d'un moment, se mettent à épouser les thèses de leurs kidnappeurs. Et je pense que le centre et la droite ont, pendant tout un temps, été victimes de ce syndrome. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ah là là, l'écologie, c'est que pour les gens de gauche, c'est que pour les babas cool, aux cheveux longs, etc. C'est pas pour nous. Eh ben, je crois que c'est une erreur. Je crois donc c'est leur responsabilité, c'est leur responsabilité. Oui, c'est en partie leur responsabilité. Et il faut inverser, il faut se réapproprier ce sujet. Oui, mais ça vient aussi du fait, Olivier Blon, que quand on est à droite, on est plutôt dans la construction, on bâtit, on produit, cette volonté de produire, quelles que soient finalement les conséquences, alors qu'à gauche, on dit, oh là là, préservons l'humain, préservons la planète. On peut faire les deux en même temps. Moi, je pense que la différence, elle est pas exactement là. Je pense que beaucoup de gens à gauche, et surtout chez les écolos, sont dans les grands discours, les grands cris d'orfraie, etc. Et effectivement, la droite, elle est dans l'agir. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui de l'écologie, c'est de sortir du discours et de se retrousser les manches pour changer le monde, parce qu'il y a quand même des vrais problèmes qu'il faut régler. Et la droite, elle a fait des choses, en fait. On l'oublie, mais bon, Sarkozy, il a quand même fait le Grenelle de l'environnement. Oui. Valéry Giscard d'Estaing, il a fait la première campagne d'économie d'énergie, la chasse au gaspillage, ce qui est quand même d'une grande actualité aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Chirac a inscrit l'écologie dans la Constitution. Et Pompidou, pour remonter encore plus loin, c'est lui qui a nommé le premier ministre de l'Environnement. En face de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait les écolos? C'est quoi le bilan des ministres? Moi, je vois pas grand-chose. Et je dis, il faut se réapproprier ce sujet-là. Encore une fois, le sujet, il est trop important pour le laisser à des gauchistes, à des foufous, genre Sandrine Rousseau, etc. Pourquoi foufou? Ouais, foufou, c'est... Parce que, justement, on perd de vue l'enjeu qui est de transformer la planète pour qu'elle soit plus vivable. L'enjeu n'est pas, à mon sens, d'interdire les sapins de Noël, d'autoriser les burkinis. Ça, c'est pas l'écologie pour moi. Oui. C'est-à-dire que vous dites que certains écolos de gauche, là, en l'occurrence, donc ont dérivé totalement. Complètement. Complètement. Ils ont perdu la boussole. Ils ont perdu la boussole parce qu'ils vont sur d'autres combats que ceux qui devraient être la préservation de la planète. Et ce faisant, d'une certaine manière, ils découragent les gens qui sont de centre de droite, en tout cas qui ne sont pas de leur camp, et qui aimeraient faire de l'écologie, mais qui ne se reconnaissent pas dans ces idées-là. Et aujourd'hui, il faut faire de l'écologie avec les paysans, pas contre eux. Il faut faire l'écologie avec le monde de l'entreprise, et oui, avec eux, et pas forcément dire que le grand capital, c'est les ennemis, oui, mais etc. Vous le savez bien, puisque vous êtes aux affaires, vous occupez des fonctions au Conseil régional d'Île-de-France, et que donc quand il faut prendre des mesures, ce n'est pas forcément populaire, et donc on a l'impression que c'est contre, quoi. Si vous travaillez sur la lutte contre la pollution, par exemple, on va essayer de réduire la place de la voiture, la place de l'ensemble du trafic, des bus qui polluent également, enfin les anciens modèles au diesel. Donc ça ne va pas plaire à tout le monde, quoi. Oui, mais après, il y a les bonnes politiques et les mauvaises politiques. Parfois, on a des bonnes idées et en fait, on fait des mauvaises mesures. Par exemple, sur la voiture.
il y a cette icône qui est la zone à faible émission. Donc maintenant, dans les grandes villes, il y a une partie des voitures qui n'ont plus le droit ou qui n'auront plus le droit. Moi, je suis contre cette mesure. Je pense que c'est une mauvaise manière de lutter contre la pollution. Il faut lutter contre la pollution de l'air. J'ai dirigé une association sur ce sujet, c'est mon job, disons, à la région. Je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser les particuliers rouler avec leur voiture, parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix. Oui, bien sûr. Et il faut accompagner les entreprises pour changer les parcs automobiles. Aujourd'hui, un VTC, il roule 250 km par jour en zone urbaine, contre moins de 50 km en moyenne pour un particulier. Accompagnons les VTC, les taxis et tout ce qui est du secteur de la livraison à changer leur flotte. C'est beaucoup plus efficace parce qu'ils roulent plus. Ils sont disponibles. Moi, j'en ai discuté par Uber, G7. Ils ont lancé des programmes d'électrification qui sont très dynamiques. Et en plus, en faisant ça, on va générer un marché de l'occasion et on va rendre plus accessible la voiture électrique aux particuliers. Oui. Donc ça, c'est une mesure. Ça, c'est le premier point. Ouais. Un autre point concret comme ça. Oui. Par exemple. Oui, parce que c'est ce qui nous intéresse d'être assez concret. L'écologie des solutions. Exactement. Comme vous dites, la taxe carbone. Oui. La taxe carbone, bon, on sait ce que ça a donné politiquement, les gilets jaunes, etc. Effectivement, c'est un problème social. Le but de la taxe carbone, c'est pas de faire un impôt nouveau. Le but de la taxe carbone, c'est de corriger le marché, de dire voilà, on va mettre ce qui est un peu plus polluant, on va le mettre un peu plus cher, ce qui est un peu moins polluant, on va le mettre moins cher. Donc le but n'est pas de prélever un impôt. Et je dis ok, donc on met la taxe carbone et l'intégralité des recettes de la taxe carbone, on le redistribue à la population, 100%. Et c'est pas c'est une écologie de gauche, ça, non? Non, pas du tout. C'est pratique et c'est pas une idée folle. La Colombie-Britannique, qui est donc un des États du Canada, l'a fait. Et ça a super bien marché. Ça a super bien marché au sens où, ils ont diminué les émissions de CO2. Oui. Et 2, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait faire une écologie qui n'était pas antisociale, antipopulaire. Et ça, oui, ça serait une bonne chose à faire. Ah oui, allez, on va poursuivre avec vous, Olivier Blon également, Maxence Cordier aussi, dans un instant. Cordiez. C'est Cordiez, ça se dit. Qui a signé l'ouvrage Énergie Fake or Not aux éditions Tana. Bonjour. Dans un instant, juste après, une pause. Je pense qu'il réagira. Et puis on attend aussi vos appels, bien sûr, au 0826 300 300. Sud Radio, il est 10h20. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. La vérité en face. Et dans la vérité en face, on continue à parler d'écologie, des solutions réelles, concrètes, positives et surtout pas culpabilisatrices avec notre invité Olivier Blon qui a signé Plaidoyer pour une écologie de droite aux éditions Albin Michel et Maxence Cordiez qui est ingénieur, auteur de Énergie Fake or Not aux éditions Tana. Bonjour. Bonjour, oui, c'est un petit guide que vous proposez pour dire, voilà, parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent dans tous les sens et c'est parfois difficile de s'y retrouver, même des spécialistes sont un petit peu perdus. C'est ce que vous avez voulu faire avec ce petit guide, Maxence Cordiez, essayer de rétablir des choses, comme par exemple sur les énergies alternatives, l'éolien, etc. Parce que le citoyen n'est pas bien informé aujourd'hui, c'est ce que vous dites ? Alors, dans mon livre, seulement une page parle d'éolien sur 117 pages, donc c'est vraiment pas le cœur du sujet. Non. Le cœur du sujet, c'est vraiment d'expliquer le rôle profond que l'énergie, l'approvisionnement énergétique a dans nos sociétés, dans nos vies. En fait, tout ce qui nous entoure, tous les objets qu'il y a dans la pièce à côté de moi, tous les services dont je profite, sont permis par l'énergie abondante, essentiellement d'origine fossile, pétrole, gaz et charbon. Ouais. Et ça a modelé nos modes de vie ces dernières décennies, ces 2 derniers siècles. Et là, on se retrouve à une situation, à un carrefour, et là je rejoins ce qui avait été dit tout à l'heure, l'écologie ne doit pas être quelque chose lié à un parti, c'est quelque chose qui engage toute la société, parce qu'on se retrouve à un carrefour qui concerne à la fois notre milieu de vie, l'usage démesuré des combustibles fossiles entraîne le réchauffement climatique, et l'épuisement des combustibles fossiles, on commence à constater aujourd'hui avec l'envol du prix du pétrole et
et du gaz, pour des raisons aussi géopolitiques, nous oblige aujourd'hui à en sortir. Et donc ça, c'est quelque chose qui concerne vraiment l'ensemble de la population, c'est-à-dire qu'il va falloir faire évoluer nos modes de consommation pour pouvoir préserver le plus possible les services qui aujourd'hui sont rendus par les combustibles fossiles. Et la transition énergétique, en fait, c'est ça. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de vulgariser dans cet ouvrage. Oui, non, mais tout à fait. Là, mais j'étais un peu provocateur en disant aussi que vous vouliez lutter contre les désinformations, parce que c'est le titre aussi de votre livre. Mais bien sûr, parce que l'effort doit passer de chaque côté. Avec Olivier Blon, on parlait justement de ces solutions alternatives tout à l'heure. Il y en a, par exemple, sur la mondialisation qui a accéléré un certain nombre de choses. Avec, évidemment, on va pomper l'ensemble des énergies, des combustibles ou autres un petit peu partout. Olivier Blon, là, il y a des solutions, justement, des moyens de réduire un petit peu cette entre guillemets, cette pollution de la planète, quoi. Oui, alors en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a plein de solutions. C'est pas comme si on en manquait. Alors, aucune ne va résoudre à elle toute seule le problème, mais chaque petit effort nous emmène dans la bonne direction. Et aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'il faut réfléchir en termes d'efficacité énergétique. On parle de production, mais il faut parler de consommation. Et il y a une sorte de chantier industriel, de projet Apollo, pour dire à l'ampleur des technologies qu'il faut mobiliser, pour réinventer la manière dont on a de produire les objets, pour produire mieux, plus peut-être aussi pour satisfaire la demande, mais en consommant moins d'énergie. Et ça, c'est une transformation super intéressante, mais qu'on peut voir aujourd'hui. Vous avez des idées de réindustrialisation propre, justement, et verte? Oui, sur quelques idées alors, peut-être. Alors, plus globalement, ce qui est sûr, c'est que en plus de tout ça, si on produit en France, plutôt qu'en Chine, en fait, on va économiser de l'énergie. C'est un rapport de RTE, donc c'est le réseau énergie en France, qui dit si on relocalise la production, on peut économiser jusqu'à 900 millions de tonnes de CO2 d'ici 2050, ce qui est gigantesque. Pourquoi ? Parce que on va produire en France de manière moins polluante qu'en Chine, qui évidemment produit l'énergie avec du charbon, donc très polluant, qui a des processus industriels très polluants. Même si ils évoluent quand même beaucoup. Ils évoluent, mais ils restent quand même très 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 loin derrière. Et simplement rapatrier la production, relocaliser la production, ça ne résoudrait pas le problème, mais ça permettrait de lutter contre le changement climatique. Et puis, ça créerait l'emploi, ça redynamiserait les territoires. Et tout ça, c'est super important dans le développement durable. Le développement durable, c'est pas que les petites fleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, je suis d'accord sur le fait qu'il faille réindustrialiser effectivement pour décarboner, parce que l'électricité en France est plus faiblement carbonée, parce qu'on a des normes aussi qui sont plus strictes que ce qu'on peut trouver à l'étranger. Après, la transition énergétique, la décarbonation, c'est avant tout un sujet de société. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des sujets côté offre, il va falloir développer d'autres énergies, d'autres technologies, il y a tout un pan de recherche et d'industrie, mais il y a aussi tout un pan social. C'est-à-dire que il va falloir associer la population à cette transition, parce qu'un certain nombre d'habitudes vont devoir évoluer, vont devoir changer. Et par exemple, mais comme habitude concrète du consommateur, qu'est-ce qui doit vraiment changer là, ici et maintenant ? Parce que c'est réchauffement climatique, on en parle maintenant, c'est pas dans 30 ans. Pour ne prendre qu'un exemple, sur la mobilité, la voiture électrique a un rôle à jouer dans la décarbonation. Par contre, on va faire face à des tensions significatives sur des flux de métaux qui sont nécessaires pour ces véhicules. Je pense au cuivre, au lithium, au nickel. Donc, si on veut décarboner la mobilité, ça ne suffira pas. Il va falloir repenser le rôle de la voiture dans l'offre totale de mobilité, c'est-à-dire faire réduire le rôle de la voiture, la réserver aux endroits où c'est vraiment nécessaire, avoir des véhicules qui soient aussi plus petits, plus sobres. Donc, c'est vraiment une approche systémique. La voiture électrique a un rôle à jouer, mais c'est pas l'alpha et l'oméga. On ne décarbonera pas la mobilité en remplaçant chaque véhicule thermique par son exact équivalent électrique. Mais on ne va pas remplacer non plus toutes les voitures et tous les gens qui circulent en voiture, globalement, sur tout le territoire. Quand vous allez dans toutes les zones périphériques ou quand vous allez d'une ville à une autre, comment faites-vous là ? Vous n'allez pas prendre des bus et des cars, quoi, si ?
C'est pour ça que j'ai dit que la voiture électrique avait un rôle à jouer. Ouais. Effectivement, il y a des gens qui n'auront pas, même dans 10 ans ou 20 ans, accès à des transports en commun, les gens qui vivent en milieu rural. Mais après... Mais même pas qu'en milieu rural. Il faut arrêter avec cette image. C'est pas que le milieu rural. Vous allez en fait d'un quartier... Non mais c'est vrai, dans les grandes agglomérations qui sont quand même assez étendues, où il y a des milliers et des milliers de personnes, c'est pas des zones rurales et pourtant il y a besoin de la voiture. Vous ne pouvez pas faire autrement, Maxence Cordiès, vous le savez. Bah non, je ne le sais pas, ça dépend des agglomérations. Je sais pas où vous habitez. Non, mais ça dépend des agglomérations, par exemple. Non mais Maxence Cordiès, si vous habitez en fait en cœur de ville et que vous travaillez en fait à 100 mètres, voilà, vous n'avez aucun problème. En revanche, si vous êtes à Villecrène et vous travaillez en fait de l'autre côté à Tismons, en région parisienne, ou si vous êtes à Aloche en fait à côté de Marseille et que vous travaillez à 20 km, vous n'avez pas le choix. Il y a différentes réalités. J'ai vécu à différents endroits dans Paris et en banlieue. Actuellement, je vis en banlieue éloignée, au bout d'un RER. Effectivement, parce que vous avez un RER. Ça me prend beaucoup de temps. Ouais. Et ça me prend beaucoup de temps, de bus, de RER, mais c'est un effort que je fais. Alors, je dis pas que c'est facile pour tout le monde. Non. Et effectivement, il y aura des réalités différentes. À Marseille, par exemple, l'offre de transport en commun est assez mauvaise, il faut le dire. Donc, les gens n'ont pas les mêmes possibilités qu'à Paris. Mais si on part du principe qu'il n'y a rien à faire, on n'y arrivera pas. En fait, l'enjeu de la transition, c'est de préserver les services aujourd'hui fournis par les combustibles. Non, mais Maxence Cordiès, est-ce que ce n'est pas de trouver, parce que en fait, c'est la solution du transport, c'est une bonne solution, on est tous d'accord globalement, sauf qu'on ne peut pas l'adapter en fait à tout le monde, on le sait précisément, et qu'il faut probablement des moyens moins polluants pour pouvoir se déplacer. Sinon, on ne se déplace plus. Comme aujourd'hui, des gens qui refusent en fait beaucoup de boulot parce que évidemment, ça coûte cher de se déplacer et d'aller travailler. Si je peux me permettre de rebondir, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est le cœur de l'écologie. Enfin, la différence entre l'écologie de gauche et l'écologie de droite, à mon avis. On a dépassé le clivage, l'écologie punitive, etc. Ouais. La question, c'est est-ce que on a une alternative, oui ou non? Si on a une alternative plus écolo, c'est bien, on y va, on fonce. S'il n'y a pas d'alternative, faut arrêter d'interdire aux gens de vivre. Et la question, c'est comment est-ce qu'on construit ces alternatives, parce qu'elles sont peut-être pas toutes existantes déjà. Effectivement, dans les transports en commun, il faut faire des progrès. Dans les transports personnels, il faut faire des progrès, etc. Mais c'est plus large. Il faut aussi repenser l'habitat, la ville. Est-ce que peut-être on peut pas simplement aussi rapprocher le lieu de travail du lieu d'habitation, etc. Mais il faut proposer des alternatives. Mais il y a beaucoup d'ingénieurs, urbanistes qui travaillent déjà sur ce qu'on appelle la Smart City, etc. Enfin, tout ce que vous évoquez l'un et l'autre, mais je vous écoute, mais tout ceci est déjà engagé. Enfin, mais avec que ce soit de résultats pour l'instant. Oui, non, mais ça prend du temps. Je veux dire, ça prend du temps et c'est pas une histoire d'écologie de droite ou de gauche. Malheureusement, en tout cas, ça avance trop lentement. Ça, on est d'accord. Ouais. Est-ce que, Maxence Cordiès, vous sentez quand même qu'il y a une évolution avec des perspectives intéressantes là actuellement? Actuellement, la crise en Ukraine remet un certain nombre de sujets sur la table parce que, en fait, la transition énergétique qui a été défendue un peu partout, notamment en Europe ces 10 dernières années, ne visait pas à répondre à l'urgence climatique. Il y avait différents objectifs qui étaient politiques qui étaient défendus, mais le climat n'était pas central. Là, aujourd'hui, avec l'envol du prix des combustibles fossiles, je pense notamment au gaz, les États européens commencent à se dire qu'il va être urgent de réduire la dépense de combustibles fossiles. C'est ce qu'on voit en France, par exemple. Il y a eu un basculement là, il y a 1 an ou 2. Avant, la priorité, c'était de réduire la part du nucléaire. Maintenant, la priorité, c'est de sortir des combustibles fossiles. Donc, il y a une évolution. Par contre, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et par exemple, l'un des grands gagnants de l'envol du prix du gaz en Europe, ça risque d'être le charbon. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est assez terrible, ce que l'on disait en fait tout à l'heure. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Il nous reste peu de temps. Chantal qui nous appelle. Chantal, bonjour Chantal. Allô. Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. Bonjour. Bonjour Chantal. Un mot. Bonjour à vous tous. Oui, c'est rapide. Oui. Moi, je suis une dame de 68 ans, donc j'ai vécu un petit peu tout ce qu'il fallait vivre. Et à mon niveau, c'est pas
international, moi c'est vraiment à mon niveau. J'ai installé des petits capteurs solaires sur mes balcons qui servent, vous savez, à illuminer les garages le soir. Eh bien j'ai de la lumière le soir dans ma cuisine, dans mon salon, j'en ai un peu partout, et j'utilise ce qu'on appelle la marmite norvégienne qui pendant 4 heures va cuire pour moi sans aucune énergie. C'est des petites choses au quotidien, moi je ne suis pas dans la mondialisation, mais au quotidien, je fais mes petits trucs, tout simplement, et ça c'est bien. Et il n'y a ni droite ni gauche, c'est simplement une écologie, entre parenthèses, d'humanité, se donner les moyens de continuer à vivre, tout bêtement. Ouais, c'est vrai. Et c'est facile, ça ne coûte rien. Ouais. Ah ben, non mais c'est vrai, il faut s'organiser un petit peu. Il y a par exemple Philippe aussi qui nous fait une suggestion, il dit il faudrait plus par exemple de micro-voitures électriques, j'entends votre conversation, en partage dans les zones urbaines et en campagne pour pouvoir se déplacer, parce que évidemment il y a les transports en commun, mais on sait que c'est combien compliqué, c'est-à-dire qu'un jour on est en bout de ligne pour un RER, mais on va changer de travail et à un moment donné, même s'il y a du télétravail, on sait qu'on mettra 2h15 pour y aller le matin et 2h15 pour rentrer le soir. Ça fait partie. Oui, allez-y. Une seule chose, tout le monde n'habite pas à Paris. Moi j'habite dans les Pyrénées-Orientales et on y vit. Et parfois, je vous assure franchement, ça m'agace d'entendre que tout se passe avec le Paris, les RER, ces trucs-là. La France, c'est autre chose que Paris. Nous vivons différemment et nous vivons bien. Ouais. Et on a utilisé nous-mêmes, on a mis des processus ensemble, on a fait des choses ensemble, parce qu'on n'a pas le choix. Moi j'ai un train, un bus, ok ça va, mais j'ai eu habité parfois dans des endroits beaucoup plus isolés, j'ai 2 pieds, j'ai des amis, j'ai aussi, on se met ensemble tout simplement. Mais il faut arrêter de croire que Paris, c'est la France. Je suis d'accord. Alors là je suis complètement d'accord. C'est la France. Il y a autre chose, je vous assure que c'est un minimum par rapport à toute la France autour. Merci beaucoup. Merci Chantal, merci Maxence Cordiez, ingénieur auteur de Énergie Fake or Not aux éditions Tana. Allez voir, c'est un petit guide très intéressant. Et le plaidoyer d'Olivier Blon. Une écologie de droite. Une écologie en fait de droite. Michel.